sera annoncé président de la République du Sénégal par la fumée blanche qui sortira du palais présidentiel le 24 février? C'est la question que tout le monde se pose ici et ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne de télévision ITV. Tels des athlètes partis à vive allure, le 5 majeur du sprint présidentiel sorti des starting blocks depuis une semaine s'est lancé à la conquête du Sénégal des profondeurs. Madické Niang, Macky Sall, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sillonnent le pays pour tenter d'obtenir le maximum d'électeurs pouvant leur assurer une victoire à l'élection présidentielle du 24 février à l'issue du premier ou du second tour. À mi-chemin du parcours, comment se présentent les forces en présence? Peut-on, à l'issue d'une semaine de campagne, entrevoir déjà ce que pourrait être le verdict des urnes? Profil d'une campagne électorale qui semble loin d'avoir livré ses secrets. Grosso modo, voilà comment se présente ce magazine hebdomadaire Rallye pour un trône que ITV, votre chaîne préférée, je l'espère, vous propose tout au long de la campagne électorale pour la présidentielle 2019. Nous avons le plaisir d'inaugurer cette émission avec deux observateurs de la scène politique sénégalaise. Il s'agit de la socio-anthropologue Fatou Sow Sarr, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Du politiste Hamidou Anne, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Mais avant d'entamer le débat en votre compagnie, flashback sur une semaine de campagne d'où commence à se dégager le style des différents candidats. C'est un sujet de Soda Diakhoumpa. On regarde. Pas de répit pour les 5 candidats. Le rallye pour le fauteuil présidentiel est lancé depuis le 3 février. Chacun y va de sa propre stratégie. Caravane, déclaration, meeting, marche, visite religieuse ou même porte-à-porte. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a démarré sa campagne à Touba par une visite des familles religieuses avant de sillonner la ville sainte pour terminer par un meeting à Mbacké où une forte mobilisation a été notée. À Matam, Macky Sall répond à ceux qui lui reprochent ce qu'ils appellent une gestion ethniciste et clanique. J'ai 2 piliers dans ce pays, l'un dans le Sine et l'autre dans le Fouta. Aucune Pogoum veut dire Nendoko Bandoum et pourtant on ne le dit pas, a-t-il déclaré. Macky Sall promet par la même occasion un aéroport à Ourossogui en 2020. Au même moment, le leader de la coalition Madické 2019 était aussi dans la ville sainte pour recueillir des prières et lancer sa campagne par un meeting à Mbacké. Madické Niang s'engage à développer l'élevage, mettre sur pied une usine de transformation à Linguère. Il soutient par ailleurs que le président sortant y a plutôt inauguré un mur et non un ranch. Quant à Idrissa Seck, il a été accueilli en grande pompe à Thiès. Il promet de relancer la ligne ferroviaire Dakar-Bamako et dans la foulée, estime que la vision du président sortant se limite à Diamniadio. Il annonce le projet qu'il intitule « Une commune, 1 milliard ». Annonce faite à Sokone. Idrissa Seck renforce les rangs de sa coalition. Le soutien de Khalifa Sall vient s'ajouter au pacte de bonne gouvernance qu'il a noué avec Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo. Et El Hadji Sall de PUR, pour sa part, s'engage à mettre sur pied un gouvernement de 20 ministres. Il entend par ailleurs renforcer la carte universitaire avec notamment des universités dans tous les départements. Dans le même siège, le leader du PUR envisage le recrutement de tous les docteurs et doctorants. À Kaolack, il promet la réhabilitation du chemin de fer pour, dit-il, redynamiser l'économie. Il a présenté son programme Pur Sang aux Dakarois, Thiessois, Fatickois, Kaolackois et Kaffrinois. Sonko déclare miser sur l'industrialisation pour développer le Sénégal. Le leader de la coalition Sonko président a entamé sa campagne à Dakar avant de rallier Kaolack, Diourbel, Dara et Kaffrine. Il est revenu sur son programme avec des volets spécifiques comme la réduction des impôts, la renégociation des contrats pétroliers, un bon réseau de distribution d'eau, la suppression des fonds politiques. À Dara, Ousmane Sonko propose des solutions pour moderniser
favoriser l'élevage qui est la première source de richesse dans la localité. Sa caravane a fait l'objet d'une attaque à Saint-Louis. Ousmane Sonko indexe le camp présidentiel et promet une riposte si les forces de défense n'assument pas leur rôle. Après une semaine de campagne, il ne reste que 14 jours aux candidats pour conquérir le suffrage des Sénégalais. Sur ça, on vient de voir un round-up de la première semaine de campagne. Vous avez suivi les candidats sans doute. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus marqué? Je pense que c'est d'abord rendre grâce à Dieu et nous réjouir que la violence que l'on craignait n'est pas atteinte de proportions non maîtrisables. Il y en a eu quelques échauffourées au début, notamment avec le candidat Sonko, ici à Dakar et à Saint-Louis, à son siège attaqué. Mais je crois que très rapidement, chacun s'est mis à faire son travail à lui. Moi, ce que je remarque, c'est plutôt la similitude. Et il n'y a pas encore de nouveauté dans ce qu'ils sont tous en train de faire. C'est le même scénario, c'est aller rendre visite aux autorités, ensuite faire des bons de foule. Et quand on remarque que les populations sont au rendez-vous plus ou moins pour l'ensemble de ces candidats, qu'est-ce que ça veut dire ce rendez-vous? Est-ce que c'est des personnes téléportées? Est-ce que c'est la curiosité des populations? Quoi qu'il en soit, même si la présence des populations à ces rendez-vous est extrêmement importante parce que ça rend compte d'une stratégie de marketing. Mais cela ne veut pas dire forcément que ces gens vont voter. Nous savons tous que dans le monde rural, les événements sont des moments de curiosité qui leur permettent de sortir de leur torpeur habituel et donc ils vont y aller. Mais ce qui est le plus important, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de dire aux populations. Ils sont en train de s'engager. Toute la question, c'est de savoir tous ces engagements-là, est-ce qu'ils pourront les tenir ou pas? Mais surtout, sur quoi ils s'engagent? Nous travaillons avec les indicateurs et nous regardons. D'habitude, les gens sont très critiques. C'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a le camp du pouvoir et les autres qui sont de l'opposition. Et la stratégie, généralement, c'est d'attaquer l'autre pour dire que cela n'a pas été fait, nous allons le faire. Mais parfois, il y a des erreurs dans les statistiques. J'ai regardé, parcouru le programme des uns et des autres. Les statistiques ne sont pas toujours à jour sur ce que les gens sont en train de dire. La question de l'eau est une question importante, mais les indicateurs montrent qu'il y a une bonne évolution de desserte de l'eau au Sénégal. C'est 98-11% dans le monde rural. Donc il y a des communautés, on est arrivé à des taux vraiment élevés qui dépassent 90%. C'est parce qu'il y a des communautés maintenant où il y a des problèmes. Dans le HIC aussi, Dakar a connu un moment de pénurie qui, si ça a duré, risquait d'être fatal, en tout cas au président. Mais c'est des accidents peut-être, disons, qui arrivent. Mais cela dit, tout le monde fait des promesses, y compris les chefs de l'État. Mais la question qu'on lui pose à lui, c'est pourquoi il attend maintenant pour faire ce type de promesses alors qu'il a fait le tour du pays, il a fait les conseils des ministres au niveau décentralisé. Mais c'est sur ça qu'on devrait simplement regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, mais pas forcément pour moi de nouvelles promesses. De la même manière, ceux-là qui sont en train de dire aussi qu'ils font des promesses aux populations, je doute fort que pour beaucoup de promesses, ce soit des promesses tenables. Ça fait partie du show et du jeu. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller regarder dans leur programme ce à quoi je me suis assigné le travail de le faire, de regarder et de comparer les différents programmes pour savoir comment ils les ont mis en place. Parce que j'estime que quand on va dans la localité, ces éléments qu'ils disent dans les régions devraient figurer dans le programme. Or, généralement, le programme, il est très général. Il est très général. Il n'est pas désintégré jusqu'à ce qu'on arrive au niveau le plus faible. Donc, on parlera de la santé d'une manière générale, mais il devrait être en mesure. Le problème, ce n'est pas de parler de la santé d'une manière générale. Il y a des localités qui ont plus de problèmes que d'autres. C'est de voir comment niveler sur où est-ce que vous allez mettre l'accent sur ces questions. Donc, si je compare ce qu'il y a dans leurs documents, ils ne peuvent pas attendre d'être sur le terrain pour dire aux populations, voilà ce qu'on devait vous faire. De mon point de vue, ils devaient avoir la cartographie du Sénégal, des problèmes déjà pensés dans le programme
Et quand ils vont arriver sur le terrain, c'est ce qui est sur le programme qu'ils déclinent avec la population. Bien sûr. Ils découvrent le pays des profondeurs C'est-à-dire, pendant la campagne voilà, vous avez trouvé le mot. Oui. Je ne peux pas comprendre qu'on atteigne pour dire je ne savais pas que telle chose existait dans cette localité. Si on est candidat à la présidentielle, on doit se faire le devoir de faire le tour du pays avant d'arriver à la campagne pour pouvoir dire voilà les éléments que je dois faire. Mais quand je trouve un candidat qui découvre étonné qu'il ne savait pas que cela existait au niveau du Sénégal, cela nous pose en tout cas un certain nombre... En tout cas, il y a des interrogations à faire à ce niveau-là. Hamidou Anne, est-ce que le politiste que vous êtes a de quoi se mettre sous la dent? Moi, j'ai observé la campagne Mamoudou, en tout cas la première semaine, et j'ai fait 2 observations majeures. La première, elle relève du renouvellement de la classe politique, quoi qu'on dise. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération qui a connu Ahmad Dansokho, candidat, qui a connu Abdoulaye Bathily, qui a connu Landing Savané, qui a connu Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, toutes ces personnes que je viens de citer ne sont pas candidats à ce scrutin de 2019, et donc ça génère quand même un changement, et ça montre qu'on a fermé une page de l'histoire politique du Sénégal pour en ouvrir une autre. Et aujourd'hui, on voit des candidats nouveaux. Macky Sall est seulement à sa 2e participation. Ousmane Sonko, c'est sa première participation. El Hadji Issa Sall, c'est aussi sa première participation, ainsi que de même que Mehdi Kenya. Et Idriss Seck, je pense aujourd'hui, à la limite, on peut le considérer comme le doyen des candidats avec 3 participations à une présidentielle au Sénégal. Donc ça, c'est ce que j'ai observé en premier. La deuxième observation, elle rejoint un peu ce que Mme Fatou Sarr a dit, c'est un peu la similitude des propositions, la similitude des déclarations et même des modus operandi. C'est-à-dire que quand on regarde le premier journal de campagne sur la chaîne publique, en tout cas, on voit que tout le monde a fait quasiment pareil. C'est la moitié du temps de parole en français et l'autre en Wolof. On voit qu'on commence tous par s'en remettre aux chefs religieux et aux autorités coutumières du Sénégal. On les remercie, on sollicite leur bénédiction pour un scrutin de paix. Il n'y a pas encore un candidat de rupture, c'est votre observation? C'est ce que, en tout cas, dans les discours et dans les propositions programmatiques, je ne vois pas forcément de différence. Après, les programmes en eux-mêmes, quand on les lit, ce que j'ai passé la journée à faire, on voit qu'il y a des différences fondamentales quand même dans les programmes des uns et des autres. Il y a des programmes qui ont été mieux travaillés, il y a des programmes qui ont fait l'objet en tout cas d'une considération beaucoup plus sérieuse que d'autres. Bon, on en reviendra certainement dans... Allons-y, à votre avis. Par exemple, quand on voit le programme de M. Idriss Seck, on voit que c'est un travail sérieux. C'est un travail qui a été fait par des experts et c'est des gens qui ont pris le temps, en tout cas sur différentes thématiques, d'aller dans le Sénégal des profondeurs, d'interroger la diaspora sénégalaise, d'interroger aussi les documents de conjoncture économique du Sénégal et des institutions internationales pour générer un document sérieux. On est avec lui ou pas, on apprécie ce qu'il dit ou pas, on vote pour lui ou pas, mais il faut quand même reconnaître que le programme de Idriss Seck est un programme sérieux. Il l'intitule Sénégal gagnant. Sénégal gagnant, avec toutes les composantes socio-professionnelles, avec aussi toutes les, en tout cas, qui touchent tous les domaines de la vie politique, et c'est un programme chiffré. Chiffré, en tout cas avec aussi... Oui, sur les 5 ans, s'il est élu, bien sûr, c'est plus de 13 000 milliards de francs CFA. Absolument, donc c'est un programme chiffré qui montre un peu comment est-ce qu'on va financer, en tout cas sa mise en œuvre. Il y a le programme d'Ousmane Sonko, par exemple, m'a frappé aussi par son côté un peu léger. Voilà, j'ai trouvé le programme très léger et je vais juste donner un exemple. Par exemple, dans le programme d'Ousmane Sonko sur la partie culture, il dit qu'on va, en concertation avec tous les acteurs du secteur culturel, faire voter une loi portant statut de l'artiste. Cette loi a été votée le 25 janvier 2008. Donc, ce qui montre quand même une certaine légèreté de la part de ces équipes. Mais en voyant des grands commis de l'État comme Boubacar Camara, des grands intellectuels comme le Dr Diallo Diop, comme M. Madiaye Mbodj, qui sont des personnes reconnues au sein de la gauche, mais aussi au sein de l'histoire politique de ce pays, on pense que certaines choses vont être corrigées, que des améliorations vont être apportées, mais le programme, pour être tout à fait honnête, est quand même relativement faible. C'est un peu juste les deux extrêmes que je prends. Face à l'existant, le plan Sénégal émergent avec 14 000 milliards de francs CFA, comparé à celui d'Idriss Seck, vous diriez quoi? C'est additionnel. Oui. Oui, Fatou Sarr, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. J'ai amené tous ces programmes-là. Ouais. Comme lui, j'essaie de regarder. Moi, c'est pour une autre chose. J'essaie de comparer leur programme par rapport à nous, notre programme, une famille... quel président pour la famille sénégalaise? C'est dans le cadre de cet objectif que je me suis amusée, pas amusée, en tout cas, je me suis mise à examiner tous ces programmes-là. Et justement, effectivement, le programme de Idriss Seck, il frappe à l'esprit. D'abord, il est plus volumineux que les autres, c'est-à-dire il a passé en revue
l'ensemble. Maintenant, ce n'est pas seulement au volume qu'on va juger. Il a passé en revue l'ensemble des secteurs qui existent et il est allé effectivement jusqu'à les chiffrer et il est allé jusqu'à dire sur quoi il s'engage. À chaque fois, il fait ses propositions. Le programme du candidat sortant aussi, qui reprend plus ou moins ce qu'il y a dans le plan Sénégal émergent, montre aussi que c'est plus facile, en tout cas pour un président sortant, de dire sur quoi il va aller. Je n'ai pas lu le programme de Sonko, j'ai lu celui de Madické aussi. Je lui trouve des intérêts, par exemple par rapport à notre programme, à nous, le travail fait par Madické. Et Madické répond plus, pour le moment, pour nous, aux questions que nous nous posons sur la prise en charge quel président pour la famille sénégalaise. Mais son programme est plus succinct que les autres. Maintenant, Idriss Seck, j'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui n'a fait que penser l'État. Je crois que cela fait tellement d'années, parce que vous le dites, c'est sa 3e compétition, qu'il s'est donné comme objectif de gouverner ce pays. Et donc, il ne peut pas être surpris. C'est quelqu'un qui a eu de l'avance. Peut-être Madické, c'est son arrivée tardive qui peut-être explique tout cela. Peu importe, ce n'est pas ça qui est le plus important. Pour moi, tous ces programmes-là ont aussi une similitude. Qu'ils soient des résumés de 10 pages ou de 50 pages, ils ont des similitudes parce que c'est des approches sectorielles. Je ne vois pas une démarche audacieuse dans aucun de ces programmes pour mettre le Sénégal dans un futur souhaité et désiré. Une démarche qui fait rêver. Je ne vois pas. Tous sont en train de dire l'économie va être cela, la santé va être cela, l'éducation va être ceci, etc. etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les différencie de ce que le plan Sénégal émergent est en train de proposer? C'est ça la question qu'on est en train de se voir. Sauf qu'ils vont dire, bon, je m'engagerai, mais je ne vois pas de manière très, très profonde une proposition de rupture. On aurait dû l'atteindre de Sonko. Je ne peux pas me prononcer totalement sur son travail parce que je n'ai pas le document, même si j'ai observé et suivi à travers les réseaux sociaux ce qu'il est en train de dire. C'est de Sonko qu'on attendait la véritable rupture parce que c'est ce qu'il disait, qu'il est anti-système. Est-ce que son programme, à lui, peut-être vous serez plus en mesure de le dire que moi, a une différence fondamentale avec ce que les autres proposent. Pour moi, on est tous dans le même paradigme. Absolument. Tous ces acteurs politiques sont dans le même paradigme de nous proposer des approches sectorielles que nous connaissons jusqu'ici, sauf de dire que oui, j'amènerai l'eau à tel niveau, la santé, je réglerai ceci, l'école, je reste... Mais on ne voit pas l'audace de dire aux Sénégalais, voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Je ferai des coupures dans tel... Parce qu'il faut qu'on ait les moyens des politiques et des projets que nous voulons. Tout le monde veut caresser le peuple dans le sens du poil. Tout le monde veut caresser les autorités religieuses dans le sens du poil, en faisant des propositions à toutes les cités religieuses. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça se justifie? Mais tout le monde a envie d'avoir la bénédiction. Donc on est dans une logique je ne l'appelais pas de mbaran, mais c'est dans une logique de séduction. Voilà, le terme est venu, c'est une logique de séduction. Mais est-ce que pour arriver au pouvoir, ça va poser une question, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la vérité entre le discours qu'on prône aujourd'hui et réellement ce qu'on va faire après? Est-ce que ce discours qu'on est en train de proposer, ce discours de séduction, c'est ça qui va sortir le Sénégal de ce qu'il est? Sinon, ils sont interchangeables. Pour moi, pour le moment, là où j'en suis, ils sont tous interchangeables. Amidouane, oui, on revient à vous. Oui, tout à fait. Sur le côté interchangeable, je suis d'accord. Et ce qui interroge aussi la notion d'alternance et de transformation, voire de changement. C'est qu'on a élu le poste Senghor, Abdou Diouf, on ne l'a pas élu la première fois, mais finalement, il a été élu plusieurs fois, Abdoulaye Wade, Macky Sall aujourd'hui. Et on est tous dans les mêmes logiques économiques, en fait. Tout le monde parle aujourd'hui de croissance, de politique économique basée sur un tissu qui génère de la croissance. Mais est-ce qu'on interroge forcément aujourd'hui la notion de croissance qui est beaucoup discutée dans les cercles économiques alternatifs dans le monde, notamment dans les pays du Sud? Est-ce qu'on interroge forcément la notion de gouvernance? Tout le monde aussi, quand on voit les chapitres des programmes des candidats, tout le monde parle c'est le chapitre gouvernance. Tout le monde parle de réduction du train de vie de l'État, de déconcentrer tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Et même parfois de suppression des fonds politiques, ou en tout cas de leur rationalisation. Ceux qui disent ça, et je vais m'arrêter un peu sur la question des folie, ceux qui disent ça ne connaissent rien à l'État. C'est qu'à un moment, il faut aussi avoir le courage pour les médias, pour les observateurs, pour les experts, de challenger les candidats et parfois de leur tenir un discours de vérité. Les fonds politiques,
ont pu être galvaudés. Leur utilisation a pu être dévoyée, notamment par le régime d'Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, quand Ousmane Sonko, candidat de rupture, dit qu'Abdoulaye Wade a été le meilleur président du Sénégal, moi, ça me fait doucement sourire. Mais les fonds politiques sont utiles. Et il y a des lignes. Par exemple, aujourd'hui, quand on a vu dans les mouvements de libération africains, l'ANC et un peu en Namibie, etc., et dans d'autres pays, le Sénégal, notre pays a pu contribuer à ces mouvements-là pour leur permettre de se libérer du joug du colonialisme et de l'impérialisme. Et parfois, il y a des questions stratégiques qui ne peuvent pas être mises sur la place publique et qui sont résolues par l'usage des fonds politiques. Et parfois, le Sénégal a des intérêts géostratégiques, géopolitiques, et sur lesquels, et sur des points ponctuels de ces questions-là, on peut faire appel à l'usage des fonds politiques. Moi, j'ai beaucoup d'amis, notamment de la gauche, parfois des cercles intellectuels, même ceux avec qui j'ai coécrit l'ouvrage Politisez-vous, qui ont cette lecture. Alors, il faut supprimer des fonds politiques. Et ça, le dire, c'est ne rien connaître à l'État. Et le dire, c'est un gage pour moi d'absence de sérieux et de rigueur. Et pour moi, le fait d'être contre un président sortant, le fait en tout cas de vouloir être élu, n'oblige pas un homme politique à raconter n'importe quoi. Je suis désolé, il y a une légèreté parfois qu'on remarque dans les propositions des hommes politiques et qui peuvent être dénoncées. Aujourd'hui, je me réjouis de voir dans le journalisme les fact-checking. Je vois qu'aujourd'hui, les journalistes peuvent être de plus en plus spécialisés sur certaines questions, mais il faut aussi qu'on les challenge sur ces choses-là. Et quand ils racontent parfois des choses qui sont très très légères ou qui ne cadrent pas avec la réalité de la gouvernance, et là qu'on le rappelle en fait. Juste quand même pour dire quelque chose de positif, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit à vos confrères notamment que la pré-campagne a été très médiocre. Qu'on s'est cantonné au Sénégal, en tout cas, encore une fois, à la question du fichier électoral. Le fichier est bon, il n'est pas bon, etc. Et aussi à la question des parrainages, où des personnes sont parties déposer des parrainages, ont été rejetées, le Conseil constitutionnel, etc. Les modalités du parrainage, on peut y revenir, etc. Mais en tout cas, 5 personnes, comme vous les appelez, les 5 majeurs, ont été retenues. Donc on a eu une campagne qui s'est bornée à dénoncer le système des parrainages, à dénoncer le fichier électoral, et parfois sans aucune base concrète, en fait. Et donc j'ai remarqué que la pré-campagne était médiocre. Pour l'instant, les propositions ne volent pas très haut, c'est aussi juste, Mme Fatou Sarr l'a dit, des faisceaux de propositions, des faisceaux, des vœux pieux qu'on entend un peu partout et qui sont ajustés selon la région que le candidat visite, mais on n'entend pas de propositions substantielles. Il faut que notre pays quitte cette démocratie, comme l'appelle Edouard Plenel, de faible intensité pour arriver à une démocratie majeure et totale, qu'on arrive à fermer ce cycle d'organisation des élections qui est une démocratie procédurale, qu'on sait faire maintenant, le Sénégal organise des élections, on a eu 2 alternances, etc. Et qu'on arrive aujourd'hui à une démocratie substantielle, d'état de droit et de réponses concrètes aux préoccupations que les populations se posent. Qu'une élection, quelle que soit son importance, soit banalisée. Parce qu'elle entre dans le cadre du calendrier républicain. Mais bien entendu, Mamoudou. Mais après, il faut aussi juste faire la différence entre le brouhaha dans les réseaux sociaux et la vie concrète des Sénégalais. Pour moi, une élection est banale et les Sénégalais ont banalisé cette élection. Il y a après un bruit qu'on entend un peu dans certains cercles numériques. Et j'ai l'habitude de dire que quand on se déconnecte de Facebook ou de Twitter, on sort complètement de cette vie numérique artificielle et qu'on entre dans le vécu des gens. La preuve, l'élection est banale, les gens font campagne, visitent des pays, des villes, des villages, et le 24 février, on va voter dans la paix et la sérénité, quoi. Fatou Sarr, on va vous challenger. Pour revenir à Ousmane Sonko, il y a une proposition qu'il a faite il y a quelques jours, disant que, élu président de la République, il va augmenter le congé de maternité à 6 mois, par exemple. Bon, voilà, je vais répondre à ça, mais avant, je crois que j'ai écouté certains sur la question du fonds politique. Oui. Je crois que quand on les écoute au fond, ce n'est pas le fonds politique en tel qu'ils dénoncent, c'est l'utilisation qu'on en fait. Ils proposent qu'on en fasse des usages avec plus de contrôle, avec des systèmes de redevabilité. Évidemment, comme vous l'expliquez, quand Abdou Diouf aidait le groupe de l'ANC ici au Sénégal, donc tout le monde sait que cela se passe. Mais je pense que tous, du point de vue de leur parcours et de leur cursus, savent quand même que le fonds politique, ils ne doivent pas s'en passer. Mais c'est une façon peut-être de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière secrète dans laquelle on l'utilise. Et ils soupçonnent, parce que quand ils ne sont pas à l'œuvre, ils ne peuvent pas savoir, mais ils soupçonnent qu'il y a des abus sur l'utilisation des fonds secrets. Maintenant, la question Sonko a parlé de nous avions déjà travaillé, nous avons sorti ce document-là, je vous donne votre exemplaire d'ailleurs, oui, à lui aussi. Donc nous avons dit, c'est bien beau que tout le monde parle de pétrole, de zircon, d'avion, de tout ce qu'on voulait,
Mais pour quel Sénégal est-on en train de... Quelle proposition c'est pour quel Sénégalais? On va avoir des taux de croissance, on va avoir des routes et des autoroutes, mais quel est le type de citoyen pour lequel on veut produire ce type de Sénégal? Or, ce citoyen-là, c'est la famille qui est la première institution qui produit ces citoyens dont l'État a besoin. Or, le diagnostic que nous venons de faire, c'est que la famille sénégalaise est en pleine déliquescence. Et aussi, le Sénégal est confronté à des modèles de famille qui nous viennent de l'extérieur. Et nous sommes obligés d'en tenir compte. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un document où on a diagnostiqué l'ensemble des problèmes et où nous interpellons l'ensemble de ces candidats. D'abord, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, nous allons examiner leur programme à la lueur de notre document. Et nous allons rendre public, parce qu'il y a des scores. C'est ce que Mme Makhtar Gueye appelle le jury d'honneur. Nous appellerons des personnes, après le travail des consultants, qui valideront pour voir est-ce que chaque candidat, à quel pourcentage il prend en compte les problèmes de la famille. Il y aura des scores qui nous diront ils l'ont pris à 10, 80 ou 90%, ou zéro. Mais il n'y a pas de zéro, je crois que chacun a pris au moins un élément. Maintenant, il y aura un deuxième élément où nous leur demandons sur quoi ils peuvent s'engager. Nous ne leur demandons pas, nous, de signer quoi que ce soit. Nous leur disons, voilà les types de problèmes. Parmi ces problèmes, 19 ou 20, est-ce que vous pouvez en prendre un, 2 ou 3 ? Nous le faisons parce qu'en 2006, nous avions fait un plaidoyer au sommet pour le PNUD. C'est toujours le PNUD qui finance d'ailleurs ce programme-là. Et à l'époque, le président Macky Sall était Premier ministre. Les femmes, on l'a acculé pour lui dire une batterie de choses. Il a dit, je m'engage sur 2 choses, les femmes dans l'armée et la prise en charge de leur époux. Et je le ferai, et il l'a fait. Donc, c'est en partant de ces expériences que nous disons, nous n'allons pas acculer un candidat pour lui dire, vous allez nous signer des engagements. Nous allons lui dire, voilà les problèmes des Sénégalais, de la famille sénégalaise. C'est le pilier central de notre société. Si vous passez à côté, vos politiques ne serviront à rien, et ils verront qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans. Maintenant, 6 mois de congé de maternité. Ça fait partie, c'est un de nos premiers éléments. Oui. Nous avons dit qu'il y a une incohérence des politiques publiques. Vous ne pouvez pas dire allaitement exclusif pendant 6 mois et ensuite n'avoir que 2 mois après l'accouchement. Il y a des alternatives, soit à ramener le congé à 6 mois, soit mettre des crèches dans les lieux de travail, ce qu'on fait dans tous les pays développés. Donc, ce n'est pas une réponse absolue, mais c'est de voir, ou bien d'autres possibilités qu'ils verront. Ça demande un sens de l'organisation et une rigueur quand même absolue. Oui, mais ça se passe ailleurs, on y arrivera. Donc, pour ne pas transformer, vous m'excusez, nos lieux de travail en jardin d'enfants, pour vous provoquer un peu. Mais non, mais si les Américains l'ont fait, à l'époque, vous trouverez des crèches dans toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est des questions objectivement de rentabilité économique. Parce que les femmes passent leur téléphone en train d'écouter, de chercher si leurs enfants se portent bien. Donc, si les Américains l'ont fait, si les pays développés l'ont fait, ce n'est pas pour les beaux yeux des femmes, c'est qu'il y a une logique aussi économique qui est derrière. Mais ici, il y a une logique sociale et économique. Ce n'est même pas simplement les gens du travail. Pourquoi les femmes qui vont aller au marché, c'est une question de santé publique. La majorité des femmes sont dans l'informel. Pourquoi les femmes doivent aller au marché, à Sandaga, à Tilène, avoir leurs enfants au dos? On peut avoir une crèche, elles vont aspirer tous les microbes, toutes les pollutions possibles. Donc, et je n'ai pas le temps de le développer ici. En même temps, ça va créer des emplois. Parce que ceux-là qui vont occuper, et les parents qui mettent leurs enfants, ce n'est pas gratuit aussi. Mais ça leur coûte moins cher que de prendre une domestique qui va s'en occuper à plein temps. Donc, c'est une batterie de questions qu'on a posées aux candidats. On va voir le test d'ADN. Pourquoi des Sénégalais doivent être ici et sans père? Ce n'est pas acceptable. Alors que des hommes vont engrosser des filles, ne pas reconnaître le père. Beaucoup d'enfants n'ont pas de bulletin de naissance parce que la mère ne peut pas aller le chercher parce qu'il ne peut pas indiquer le père. Or, le test d'ADN permet d'indiquer qui est le père. Donc, nous trouvons que ça, c'est des choses inacceptables et sur lesquelles les candidats doivent se prononcer. Donc, ce n'est pas le lieu de faire le débat sur le document, mais c'est juste pour vous dire, voilà des éléments que nous allons sortir, qui sont concrets, qui sont faisables, et sur lesquels, qui parfois ne demandent pas beaucoup d'argent d'ailleurs, ça demande juste une organisation et ça demande des programmes tout à fait adéquats et qui ne coûtent pas beaucoup à l'État en réalité, ce que nous sommes en train de demander. Hamidou Anne, le père, je ne sais pas trop. Est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des congés de maternité
au Sénégal de 6 mois. De 6 mois, mais moi je partage entièrement cette proposition du candidat Ousmane Sonko. Après 6 mois ou bien peut-être 4 mois et penser à un système de télétravail pour que les femmes qui travaillent puissent en tout cas le faire à distance, pourquoi pas. Mais en tout cas, tout ce qui est proposition allant dans le sens du progressisme, moi je la soutiens entièrement parce que souvent on a des hommes politiques et des femmes politiques, parce qu'il faut inclure tout le monde, qui ne sont pas des progressistes. Il y a des questions, et il faut aller même plus loin sur cette question, par exemple, du congé maternité, la question aujourd'hui du viol, la question du harcèlement, la question des droits des femmes, en fait, de façon générale. Le congé de paternité existe ailleurs aussi. Hein. Exactement. Donc, oui, bien sûr. En fait, en tout cas, une politique sociale, à mon avis, doit être progressiste. Et même, il y a des questions aujourd'hui qui sont beaucoup plus difficiles dans notre société. Et à un moment ou un autre, on ne fera pas l'économie de les poser sur la table. Moi, j'ai, par exemple, la question de l'interruption volontaire de grossesse. Quand on va aujourd'hui dans les prisons des femmes, notamment, quand on voit le pourcentage de femmes qui s'y trouvent du fait de l'infanticide, il y a matière en fait à se poser des questions et à avoir le courage un jour de poser des débats progressistes dans notre pays parce qu'ils sont quand même très conservateurs quasiment dans leur ensemble. Une semaine de campagne, c'est aussi l'occasion de se lancer des pics, des répliques. C'est la rubrique que nous regardons à l'instant. Macky Sall n'a rien fait au Fouta. Il n'a rien fait non plus à Tambacounda et dans les environs. Matam, yéena ko wax te da ngeen ko wane ne ngeen titre foncier politique la kon nag ku fi ñëw ku ne boo yeboo nga tàggu borom titre foncier bi. boo yëngatoo mu tëj la wala mu génn la réew mi wala boo dee magistrat mu def loolu naka su noonu. politiciens yi yàgg nañ ñoo nax yàgg nañ ñoo lor suñu ñëwee dige yi tooy xepp kuñ ci fal nga wëlbatiku yow ak sa njaboot ak say morom politiciens ngeen dem jël seeni milliards. ki fi nekk ñu koy wax président de la république daf di buur di bummi. seetlu ngeen ne kenn du wax ci waxu sama liggéey la ñuy wax daal mooy justice bi dégg nga maam dugal fii génnal fële. ñàkk ndox. ñàkk infrastructure de base lekk gu assuré ak naan loolu la askanu Sénégal nekkee. romb nañu sax benn meeting lañ ko tuddee nee nañu waa Bennoo Tas Yaakaar a fay daje. ñoom joxe nañu xaalis waaye bi ñu rombee ci meeting ba gis moo fa ñaari nit. ñaari teer ñu ne attan nañ ñaari teer ñaar loolu ruslu na dañu war a am transport de masse. ci dëkk yu maggu Sénégal yi. te ñun amuñu programme bu ñuy lambatu ñun suñu programme dañ ko tënk lu leer la. ñàkk la indi ci réew mi doy na sëkk. ku bëgg a defar am réew nag te munoo jox sénégalais yi ndox mu doy ak courant bu doy kooku su la nee maa ngi lay yóbbu ci émergence boo ko gëmee yaa bëgg ku la nax. courant yóbbu fa tali yóbbu fa ndox. le 24 février 2019. mu abal ñu Sénégal. Macky Sall répété na que nee na lu mu bëgg un Sénégal pour tous manika moo tax gisuñu tous. Des images avec la complicité de la RTS, Hamidou Hann. Oui, c'est toujours très, très drôle, très charmant même de voir tout ça. Et c'est un peu à mettre à l'avantage de notre démocratie parce que dans d'autres pays, ça se réglerait autrement. J'ai un ami qui me dit souvent qu'en 2003-2004, quand il y a eu le conflit Idriss Seck Abdoulaye Wade, dans d'autres pays africains que je ne vais pas citer, ça serait réglé entre milices interposées. Donc c'est toujours très bien. Et d'ailleurs, c'est bien dans une démocratie qu'on échange, qu'on se fait des pics sarcastiques. Et il y a des choses, moi, que j'ai vues qui m'ont beaucoup fait sourire et qui étaient très bien inspirées. Le saut d'Ousmane Sonko, le premier jour, était très bien inspiré parce que bon, ça coïncidait avec 2 jours d'absence d'eau au Sénégal. Idriss Seck qui dit que la vision de Macky Sall ne dépasse pas Diamniadio, c'est quand même ça frappe Macky Sall aussi, qui parle de 90% dans la région du fleuve, dans l'ancienne région du fleuve, et leur donner, je pense, 10%, voilà, en guise d'Azaka. Je trouve ça très bien. Et puis c'est des combattants, et c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la médiocrité qu'on a connue dans les propositions globales, il y a une civilité quand même dans la classe politique sénégalaise, il y a une sérénité, et je pense qu'on fait tout ce bruit est aussi inhérent
à la compétition électorale, à la compétition politique, mais il y a une civilité, il y a une sérénité. Quand on voit un homme comme Madické Niang, je suis sûr qu'il a de bonnes relations avec tous les autres candidats. Parce qu'à la limite, il a de bonnes relations avec toute la classe politique sénégalaise. Et les familles se connaissent, les gens ont partagé des partis, ont partagé des combats. Le RND, par exemple, du professeur Cheikh Anta Diop et le PAI de M. Masmoud Diop ont été des organisations qui ont donné naissance à beaucoup d'autres. Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui, ou en tout cas se font face alors qu'ils ont milité ensemble au sein de la gauche, au sein du mouvement nationaliste de l'époque. Donc c'est toujours très charmant de voir ça et c'est un peu ça d'ailleurs, de ça qu'on attend dans une campagne parce que c'est aussi de la communication politique. Mais justement, sur ça, est-ce que le charme n'occulte pas aussi la réalité, les vrais problèmes? Oui, mais tant mieux pour le moment. Parce que ça nous a permis d'avoir au moins un début de campagne très apaisé. Et ça nous rappelle, par le passé aussi, c'était comme ça. Les artistes étaient très prolixes. On se souvient de Lambedi, des bandes dessinées sur Lambedi qui montraient Ablaye Wade, Abdou Diouf, etc. Donc, voilà. Le carton rouge de Landing Savané. Donc, je crois que les campagnes électorales devraient être un moment d'effervescence, en tout cas du point de vue culturel et artistique, des chansons. Des diatribes, mais qu'entre eux, cette civilité, moi je suis très heureuse parce que je ne cesse, sur tous les plateaux où je suis, de rappeler que je dis toujours à tous les hommes politiques, j'ai déjà fait un article pour dire qu'ils doivent tous être de Yérim Mbagnick Mbodj. Il ne faut pas que tu sois fâché, hein, parce qu'on est entre le Fouta et le Walo. Oui. Quand on a pris notre revanche sur Dialawali, c'est justement là où il y a la centrale solaire de Bokhol. C'est là-bas où il y a eu la bataille, où on a pris notre revanche sur le Fouta. Qui ont fait que Nder, les femmes se sont brûlées et les morts. Mais Yérim Mbagnick n'a pas achevé l'Almami, il pouvait le tuer, mais il s'est dit que c'était un prince comme lui, c'est un roi comme lui. Et il l'a recouvert de son manteau royal, il lui a donné son cheval pour organiser sa fuite. Et en retour, lui aussi lui a renvoyé des cadeaux royaux. Et je dis, si chaque acteur politique voyait en l'autre un autre lui-même, c'est-à-dire son naoulé, comme on dit chez nous, il n'en arriverait pas à des invectives, à des choses grossières, parce que ce moment-là va passer et ils vont se retrouver avec toutes les transhumances que nous connaissons. De toute façon, on ne peut plus jurer de rien. Vous êtes dans un cas, demain vous vous trouvez de l'autre, donc il faut préserver le futur. On peut terrasser l'adversaire sans chercher à l'humilier. Sans chercher à l'humilier, sans chercher à être grossier, parce que de toute façon, les Sénégalais n'acceptent plus la grossièreté. Celui qui se permettra d'être grossier vis-à-vis de l'autre, je crois que c'est lui qui va être sanctionné. Parce que les Sénégalais donnent des signaux aux hommes politiques. Je dis que les populations sont en avance sur les politiques. Ils ne veulent pas de combat, ils ne veulent pas de bataille. Ils disent qu'ils sont aujourd'hui nuisibles et que le jour J, ils sortiront pour aller dans leur carte. La preuve d'ailleurs, quand vous regardez les meetings, c'est souvent des gens téléportés. Ce n'est pas la masse en soi qui sort. Ce sont les gens engagés, soit parce qu'on leur donne des boubous et qu'on leur donne de l'argent, ils vont y aller. Mais l'immense majorité des Sénégalais ne se retrouvent pas dans ça. Mais le jour J, ils sortiront et ils auront voté. C'est le discours que nous entendons. Absolument. Donc, s'ils n'ont pas besoin, s'ils n'ont pas envie d'être sanctionnés, il faut qu'ils soignent tous leur langage. Parce que les Sénégalais, je crois que Macky Sall, les gens, quand tu dis Macky Sall, on te critique tout le temps. Je dis bon, mais c'est qu'il est plus facile de dire Macky Sall que Macky. C'est comme Abdoulaye Wade qui disait, quand les gens disaient qu'il est trop vieux, quand on l'appelait Gorgui, il a dit, mais moi, les gens sont tellement... Même, c'est pourquoi il m'appelle Gorgui. Mais lui, au moins, les gens sont affectueux. Donc, parfois, c'est juste la question de proximité, mais on veut nous mettre dans des carcans. Le président Macky Sall, ce qu'il a arrangé à un moment donné, c'est qu'il s'était montré comme quelqu'un de très poli. C'est ça que les Sénégalais ont retenu. C'est ce que tout le monde disait. Alors, si ce capital de sympathie, je crois qu'il ne va pas le brader pour autre chose, juste pour montrer qu'il est musclé, qu'il peut lui aussi répondre. Et je pense que un type comme Issa Sall, c'est quelqu'un de jovial. C'est très agréable d'écouter Issa Sall, de le regarder, jamais un mot de trop, mais il sait placer les choses qu'il a envie de dire. Même Sonko aussi, il est sympathique. Parce que lui, bon, c'est son âge aussi, il a le vocabulaire qui lui sied, mais il sait donner du coup. Mais je crois qu'il ne dépasse pas pour les limites. Donc, pour le moment, je les trouve tous très sympathiques. Madické, le bon Domoudar, donc rien qu'à l'entendre le discours de Madické, tout le monde aussi, parce que lui, il est la civilité même. Absolument. Je crois que c'est ce qui représente Madické. Donc, finalement, la ville de, pour le moment, c'est l'élégance et du bon goût. Voilà, il est élégant dans ses propos. Oui. Donc, c'est très bien qu'on continue de cette manière. Maintenant, les choses sérieuses, je crois, vont commencer. Sinon, on va se lasser. Hein. Si c'est ce que nous ont sorti cette semaine-là,
qu'ils vont continuer à faire, les gens vont se lasser. Il faut qu'ils soient plus sérieux pour la suite. Donc qu'ils aillent en profondeur, je veux dire quoi. Un qui n'est pas candidat, peut-être qui va bousculer les choses, bousculer tout le monde. C'est Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, qui n'est pas candidat, mais qui, semble-t-il, veut jouer sa partition. Il est rentré à Dakar jeudi dernier. Nous allons regarder ce reportage de Hassan Fall sur le retour au bercail de l'ancien président de la République. Il n'a jamais été seul durant tout son parcours. Après plusieurs heures d'attente et un dispositif sécuritaire impressionnant au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, les partisans du pape du Sopi ont quand même tenu le coup, déterminés à escorter l'ancien président de la République. Des bains de foule qui ont démarré à Sébikotane où le cortège est stoppé régulièrement par des citoyens en transe. Après Sébi, cap sur Diamniadio où les rues sont envahies par des hommes et des femmes de tout âge. À Mbao, même scène, ici la passerelle des piétons est même transformée en tribune pour spectateurs. Pas d'escale ni de discours tout au long du trajet, mais cela n'a pas freiné l'ardeur des citoyens qui l'attendaient dans les grands axes de la capitale et qui ont fait le sprint tout le long du trajet. Même si quelques militants du pouvoir en place ont tenté de gâter l'ambiance dans quelques zones, les wadistes n'ont pas cédé. Ils sont restés sereins et joyeux. Une foule galvanisée en tout temps par des responsables du PDS qui, accrochés à leur véhicule, ont rivalisé d'ardeur sans même prêter attention à leurs 4x4 qui ont subi plusieurs chocs sans dommages majeurs. 21 heures passées, Abdoulaye Wade arrive à la permanence nationale Omar Lamine Badji où une foule monstre l'accueille en attendant le grand oral du pape du Sopi. Fatou Sarr, le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal, certains disent que c'est le 6e candidat de cette élection présidentielle. Wade, c'est l'homme qui indubitablement restera dans l'annale politique, l'histoire politique du Sénégal, qui aura le plus marqué après les indépendances. Ceux qui se sont battus pour la lutte des indépendances, mais il aura marqué le Sénégal depuis 1974, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection sans Wade. Et même s'il n'est pas candidat, ce qu'il vient de nous prouver, même sans être candidat, Wade a réussi à attirer, à être le centre du jeu pour le moment. Parce qu'il a réussi à détourner toutes les attentions de tout le monde avec ça ressemble à sa marche bleue qu'il avait initiée en traversant toutes les communes jusqu'à la VDN. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais justement, ce n'est pas ça le piège? Parce qu'il n'est pas candidat, la Constitution ne lui permet même pas d'être candidat. Oui, mais personne n'ose lui dire de ne pas s'impliquer. Il n'est pas candidat, mais son parti reste dans le jeu. C'est-à-dire, c'est ça l'intérêt d'un parti comme le PDS, c'est-à-dire de Wade, avec tout son capital d'expérience politique. Tout le monde lui a reproché de n'avoir pas su trouver un candidat de substitution. Il n'allait pas chercher, il n'avait pas intérêt à trouver un candidat de substitution. Parce qu'aller à une campagne électorale et être battu, ce n'était pas bon aussi pour le PDS. À partir de ce moment, je crois que le type de candidat qu'ils ont trouvé, un candidat virtuel, Karim Wade, jusqu'à la fin du processus, tout en sachant qu'il ne viendrait pas, leur permettait d'être dans le jeu et de ne pas être sous la, je ne sais pas, à la remorque d'un quelconque candidat. Parce que ça allait les obliger à être sous la remorque d'un autre candidat et jouer le second rôle. Et Wade ne peut pas... Non, le Madické n'est pas son candidat. Peut-être ce plan B, non? Oui, mais ce n'est pas bon pour lui non plus. Moi, je trouve que le plan B, parce que Abdoulaye Wade, ce qu'il voulait, c'est Karim Wade qui est leur candidat. Si Karim Wade n'était pas candidat jusqu'à la dernière minute, il serait effacé politiquement. Et il ne fallait pas que Karim Wade soit effacé. Donc, aujourd'hui, Karim Wade est encore dans le jeu parce qu'on dira qu'il a obtenu son parrainage. C'est pour des raisons politiques qu'il n'a pas pu l'être. Donc, il demeure, en termes de symbole, quelqu'un qui aussi pèse. Et il a eu le temps aussi de se former avec ses karimistes, sa propre base à l'intérieur du Parti démocratique sénégalais. L'analyse est plus complexe pour cela, mais Wade, ce qui est important pour les Sénégalais, ce capital de sympathie, Wade continue à l'avoir. C'est-à-dire, on est un Sénégalais assez étrange. Ceux-là même qui l'ont renvoyé en 2012, ce sont ces mêmes personnes qui viennent l'accueillir comme quelque part le Messie quelque part. Mais il nous démontre que la question de l'expertise en politique, quand on s'engage, c'est pour la vie. Parce que les gens se sont mis à dire qu'il faut qu'ils dégagent parce que c'est des veillards. Mais ce veillard-là a démontré qu'il était plus ingénieux que tous les jeunes. Parce qu'il a suffi que Wade apparaisse pour qu'il éclipse l'ensemble des autres candidats et qui sont obligés maintenant d'aller
le voir, parce que c'est lui maintenant qui devient non seulement le patriarche, mais l'élément déterminant, parce que chacun attend un mot d'ordre pour que Abdoulaye Wade donne des consignes pour toi. C'est ce dont je doute. Peut-être qu'il le fera, mais j'en doute, parce que la logique voudrait qu'il ne donne pas de consignes politiques. Oui. Bon, mais voilà, mais en même temps, il apparaît aujourd'hui comme le challenger de Macky Sall. Ce n'est pas les autres, c'est Abdoulaye Wade. Mais il n'est pas candidat, Il n'est pas candidat, mais c'est le challenger. Il est rentré au bercail avec Absolument. Les images que nous venons de voir. Il y a Votre réflexion. Il y a deux positions, bon, une position de principe et une position symbolique. D'abord, la position de principe, c'est que le juge en matière électorale, le Conseil constitutionnel, a invalidé la candidature d'Abdoulaye Wade. Ça, c'est une position de principe et c'est une décision qui n'est pas susceptible de recours. Donc, tous les Sénégalais, dont les militants du PDS, donc, doivent... la candidature de Karim Wade. De Karim Wade. Vous voyez, la plus... Abdoulaye Wade, avec 75 ans déjà, ne peut pas être candidat, effectivement. 75 ans, âge limite. Âge limite. Lui donc, en a officiellement 93. Effectivement. Donc, la candidature de Karim Wade a été invalidée par le juge constitutionnel. Et deuxièmement, ça, donc, c'est la première position de principe. La deuxième, il est inacceptable d'appeler à brûler les bulletins, les cartes électeurs, les pièces d'identité nationale, les bulletins des candidats. C'est absolument inacceptable. Et le seul candidat que j'ai entendu avoir une position claire, tranchée là-dessus, est El Hadji Sall, qui a dit que c'est une position inacceptable et que lui, il ira aux élections et il est capable de gagner, etc. Donc, il y a deux positions de principe. C'est Karim Wade n'est pas candidat à un moment donné. Il faut l'accepter parce que le Sénégal est, en tout cas, un état de droit, même s'il y a des nuances à apporter. Et deuxièmement, appeler à la violence est absolument inacceptable pour quelqu'un qui a dirigé le pays durant 12 ans. Derrière, donc, j'en arrive à la position symbolique. C'est qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il faut l'accepter. Abdoulaye Wade est rentré, a testé encore sa popularité, et je ne dirais pas qu'elle est intacte, mais en tout cas, elle est réelle. Abdoulaye Wade est un poids politique au Sénégal. Abdoulaye Wade est un peu, on inaugure en sciences politiques au Sénégal, c'est-à-dire un candidat, un sixième candidat dans une élection de 5 personnes. Abdoulaye Wade est un candidat, en tout cas est un homme qui est là et du coup qui a reconcentré toute cette campagne entre ses mains et qui finalement a retiré à Macky Sall l'initiative en fait. Aujourd'hui, c'est un peu un schéma à la Louis XIV, quoi. C'est tout part et tout revient à Abdoulaye Wade. Et c'est un peu son schéma matriciel. Et dernière chose, au plan symbolique, Abdoulaye Wade est en train de faire campagne comme il a gouverné pendant 12 ans, c'est-à-dire dans les outrances et les outrages. C'est un homme qui est comme ça, c'est un homme qui marquera profondément l'histoire politique du Sénégal, ses hauts et ses bas. C'est un combattant de la démocratie, c'est quelqu'un qui a participé à l'approfondissement de la démocratie sénégalaise, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup de mal à cette démocratie sénégalaise. C'est quelqu'un qui a inauguré à la limite la paternalisation du pouvoir qu'on a connu ces 12 dernières années. Mais il faut aussi interroger la classe politique. Pourquoi Abdoulaye Wade reste-t-il si populaire ? Pourquoi ? Il a quitté le pouvoir il y a 7 ans, mais encore, il est là et à la limite, il a une popularité que tous les opposants aujourd'hui en tout cas, voudraient aller chez lui pour recueillir son soutien et sa bénédiction. Ça a commencé par Ousmane Sonko. Mais il n'a pas donné de consigne. Il n'a pas donné de consigne de vote. Oui. Et je ne crois pas que, ça c'est mon analyse personnelle, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'Abdoulaye Wade soit quelqu'un qui soutienne Ousmane Sonko pour 2 raisons principalement que j'ai déjà déclinées par ailleurs. La première, c'est qu'il n'est pas d'obédience libérale et qu'il n'est pas dans une filiation d'Abdoulaye Wade. Ça, c'est la première chose. Abdoulaye Wade a aujourd'hui des fils un peu partout chez Idrissa Seck ailleurs et chez Macky Sall, mais je ne le vois pas. Il y a quand même des libéraux qui sont candidats. Un libéral pur jus qui est encore membre du PDS. Mais pourquoi il ne les soutient pas ? Pourquoi ? Parce vous ne les soutiendrez pas pour être prudent. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Justement, ce n'est pas encore tranché. Moi, je pense qu'Abdoulaye Wade pourrait soutenir quelqu'un à la fin, mais je ne crois pas que cette personne soit Ousmane Sonko. Mais c'est parce que pour Abdoulaye Wade, il est profondément libéral. Et ça, Feu Amadou Alidien, une fois, on a eu des entretiens, j'étais dans sa voiture de Saint-Louis à Dakar. Il m'a parlé de l'homme, de cette conception qu'il avait de ce métier, qu'il avait pratiqué. Et si je m'en tiens à ça, c'est la victoire, c'est un libéral qui gagnera les élections pour Abdoulaye Wade. Je ne le vois pas en train de soutenir quelqu'un qui soit un résidu du Parti socialiste. D'ailleurs, il a tellement combattu les communistes dans sa vie, c'est ce que me disait Alidien. Il est très hostile vis-à-vis des communistes. Donc, pour le moment, le jeu qu'il est en train de jouer, je pense, certains disent que c'est pour pouvoir mieux négocier, parce qu'on le voit ou non, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à son fils, et ça se comprend. Donc, c'est pour négocier. Avec qui maintenant acceptera et quelles seront les conditions, on en sait rien. Mais avec des menaces, est-ce que vous les prenez au sérieux ? Non, moi je pense je vais empêcher plutôt la tenue du scrutin. Moi, je crois que... Je vous appelle à brûler les cartes d'électeurs. Je pense que Abdoulaye Wade, il faut savoir lire le discours caché de l'individu.
le discours ouvert d'Abdoulaye Wade n'est jamais le discours qui correspond à sa pratique. Si on a des éléments pour pouvoir le dire. Maintenant, Abdoulaye Wade a été l'animateur de l'espace politique qui est capable, comme on dit, le feuilleton Lambdi renvoie ça très très bien. Donc, il est habitué à faire des paraboles, à sortir des choses. Et c'est ça le charme qui fait que les gens vont suivre Abdoulaye Wade. Mais comme il le dit lui-même, je ne marcherai jamais sur un cadavre pour aller au palais présidentiel. Je crois qu'il est dans sa même logique. Parce qu'aussitôt après, il dit « j'appelle pour la paix ». Et quand il s'est rendu compte que peut-être ça c'était une bourde, il passe à autre chose. Il a l'intelligence de fabriquer des situations, mais de pouvoir s'en sortir, de se retrouver sur ses pieds et de parler d'autre chose. Il va apparaître maintenant comme le patriarche, le plus sage. C'est ce rôle-là qu'il est en train de jouer en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme fascinant. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un homme fascinant qui a réussi à tenir la dragée haute vis-à-vis de tous ces figures politiques qui sortaient, y compris le président de la République aujourd'hui, qui devait être le maître du jeu. Finalement, il a lâché du lest et il est obligé de venir sur le terrain d'Abdoulaye Wade, à moins que la deuxième semaine ne nous donne d'autres formes de stratégie possibles. Mais si on devait dire qui est le vainqueur de cette première semaine, c'est Abdoulaye Wade. Très bien. Vous êtes d'accord? C'est parfait. Tous les deux? Bien, on va voir ce que la deuxième semaine va donner. La campagne sur les réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas en parler puisque les RS sont devenus tout simplement incontournables et chacun des candidats développe une stratégie en direction de ces nouveaux médias, comme on dit. C'est avec Awa Diop. Awa Diop, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous l'avez dit, les réseaux sociaux ont pris une place de choix dans la communication politique, ce qui fait donc que tous les candidats à la présidentielle ont adapté leur communication via ces médias sociaux-là, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Ils sont très présents afin d'atteindre le plus large public possible, que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora. Alors, candidats et électeurs échangent, réagissent et interagissent via ces réseaux sociaux-là. Et pour cette première semaine de campagne sur le net, le retour de Abdoulaye Wade au Sénégal a été le sujet qui a le plus retenu l'attention des internautes. Appelé par certains le 6e candidat, sa vidéo précédant son arrivée à Dakar et où il appelle au boycott du scrutin du 24 février a donné lieu à des commentaires aussi nombreux que variés. Quelques heures après donc son atterrissage, l'ancien président en a remis une couche lors de son discours devant la permanence du Parti démocratique sénégalais, devant une foule de militants que le pape du Sopi a demandé aux Sénégalais de brûler leurs cartes d'électeurs ainsi que le matériel électoral. Des déclarations bien évidemment qui ont enflammé les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, où les internautes se sont demandé à quoi jouer le vieux. La réponse ne souffre donc d'aucune ambiguïté. Il ne veut pas que le scrutin du 24 février ait lieu. L'autre sujet qui a fait couler beaucoup de caractères donc sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag Sunu Débat, la confrontation d'idées entre les candidats, car il est important pour eux qu'on sache ce qu'ils feront du Sénégal une fois élus. Le concept cartonne, c'est clair, et il est déjà suivi par des millions de followers abonnés plutôt du petit oiseau bleu. Ils ont même pour l'essentiel changé leur photo de profil avec l'image de ce hashtag Sunu Débat. Diop, avec deux sujets dominants, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. D'abord Abdoulaye Wade, mais sur cela, Hamidou Anne, il y a quand même, est-ce qu'on peut occulter le fils? Est-ce que quelque part, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président, ne s'engage pas pour son fils? Mais absolument, Abdoulaye Wade est le seul, j'allais même dire candidat, est le seul personnage politique au Sénégal qu'on cite en y accolant son fils. Personne ne dit le candidat Macky Sall est son fils, le candidat Idriss Seck est sa fille. Donc c'est devenu finalement un binôme. Et ça nous rappelle d'ailleurs en 2011, quand il y a eu ce fameux ticket qui voulait faire voter à l'Assemblée nationale pour la présidentielle. Et donc on ne peut pas occulter la donne Karim Wade, qui est en tout cas un personnage présent mais absent physiquement du débat politique sénégalais. Qu'est-ce qu'il pèse réellement en termes de suffrage? En tout cas, la dernière fois qu'il est parti aux élections, en 2009, aux élections locales, il a été battu à plate couture par la coalition Benno Siggil Sénégal de l'époque, je pense, avec Khalifa Sall. Donc qu'est-ce que Karim Wade pèse en termes électoraux? On ne sait pas, parce que le baromètre, c'est d'aller à une élection et de gagner ou perdre et de se jauger. Mais effectivement, tout ce qu'Abdoulaye Wade fait, tout le monde le sait, c'est pour son fils. Et ce qui d'ailleurs pose un vrai problème en démocratie
et en République, parce que la République, c'est première chose, en tout cas, c'est l'abolition du privilège de naissance, en fait. Donc pourquoi? Parce que je suis le fils d'Abdoulaye Wade, je peux avoir des privilèges que d'autres n'ont pas, surtout certains qui ont cheminé quand même avec son père depuis 30 voire 40 ans au sein du Parti démocratique sénégalais. Deuxième sujet soulevé dans les réseaux sociaux, le fameux Sunu débat. Les internautes souhaitent un débat entre les candidats. Oui, d'accord, parce qu'on a vu qu'en France, ça se passe comme ça, qu'ailleurs, ça se passe comme ça. Mais généralement, c'est après, quand on devra choisir entre les deux, s'il y a un second tour, que le débat peut être intéressant, qu'on sache qu'est-ce qu'ils nous sont en train de nous proposer. Bon, maintenant, le problème n'est pas de copier de manière mécanique ce qui se passe ailleurs, parce qu'on nous dit on veut savoir ce qu'ils nous proposent. Ce qu'ils nous proposent est dans le programme. Absolument. Maintenant, on veut savoir simplement qui est le plus éloquent ou qui a le plus d'aptitude, je ne sais pas, à la rhétorique, à répondre. Parce qu'on peut se dire aussi qu'un document, si on le maîtrise, un programme, si on le maîtrise, on doit pouvoir en parler. Parce que le document, ça peut être censé être écrit par ses différents assistants, alliés, en tout cas, ou son groupe. Mais comment lui-même le vit et le sent. Donc, pour le débat, oui. Bon, mais si les débatteurs ne sont pas prêts pour le faire, c'est aussi une autre paire de manches. Mais je crois qu'inévitablement, on y arrivera. Je ne sais pas si c'est à cette élection-là, mais après, ça va être indispensable. J'ai oublié de dire tout à l'heure, on nous a privés d'Idrissa Seck. C'est-à-dire, sa marque de fabrique, c'était quand même le verset du Coran qu'il nous citait. C'était ça qui faisait pour moi le charme de cet homme. Et je crois qu'il peut y aller, puisque le Baka et Maka est réglé, puisqu'il y a eu des tam-tams au niveau de la mosquée, plus personne ne viendra le fatiguer un peu pour ces histoires. Mais les cadres de son parti ont dit que oui, ils lui ont demandé de garder un peu plus le silence. Mais ça faisait partie, moi je crois que ça fait partie de son identité, de nous renvoyer à la spiritualité, de nous renvoyer au Coran. C'est ça qui faisait le charme. En tout cas, bon, mais c'est peut-être que ces conseillers en communication ont peut-être raison. Moi, je ne suis pas spécialiste des communications, mais je dis, bon, ça aurait été intéressant, c'est moi qu'on retrouve le véritable Idrissa Seck. Il a été amputé quelque part. La saveur de la communication d'Idrissa Seck, on ne retrouve pas ça encore dans cette première partie de la campagne. Électorale. On retrouve Awa Diop pour les questions posées par les internautes. Alors, pour ce numéro de questions de campagne, nous avons relevé 2 questions assez pertinentes posées par les internautes. La première est posée par Nogay Mbaye qui pose la question de savoir, dans le contexte politique actuel, avec l'appel de Maître Wade au boycott et à brûler les cartes d'électeurs, le scrutin est-il déjà sujet à des perturbations? C'est ça sa question. Elle demande si cet appel peut avoir de l'effet sur la présidentielle du 24 février. Il y a une deuxième question d'Awa Diop qui va arriver. Est-ce que l'appel de Maître Wade pourrait perturber le scrutin du 24 février? Les Sénégalais ne sont pas d'accord. Manifestement, dès qu'il l'a dit, il y a eu un tollé général pour lui dire qu'il faut arrêter. Malgré toute la sympathie que nous avons vis-à-vis de toi, nous ne sommes pas d'accord. Donc je crois que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec cela. C'est pourquoi je dis très rapidement, il a cherché à tourner la page et à avoir une autre posture. Oui, donc, devant le khalife général des Mourides, il a testé, il a fait une autre posture. Bon, c'est vrai qu'il faut, de la même manière, je ne crois pas que... Parce que Wade nous a dit une fois, « Man magatum kadior la, luma wax mako tay ». Donc, il sait, parce que la force de Wade par rapport aux autres, souvent, quand on l'écoute, les gens s'offusquent en disant la façon de... Écoutez Wade parler aux paysans. Il va utiliser l'accent baoul-baoul. Quand vous l'entendrez parler le français, Wade va avoir un autre accent. Wade est capable de se mettre au niveau des populations avec lesquelles il est en train de parler, de trouver leur propre vocabulaire, sa façon de faire. Donc, mais là, je pensais qu'il testait quelque chose. Il devait avoir certainement une idée derrière, mais il sait que ça ne marche pas. Et je pense que les Sénégalais ne laisseront pas faire. Amidou? Oui, non, je pense que... C'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. Moi, je pense que les Sénégalais ne suivront pas cette consigne pour 2 raisons très simples. Les gens, en tout cas, ont compris maintenant que le changement peut se dérouler à travers les urnes. Donc, ils ont déjà expérimenté le fait de virer un président et d'en élire un autre. Et deuxième raison, c'est une question juste matérielle. Aujourd'hui, la carte d'électeur est jumelée à la carte d'identité. Et vu les péripéties pour avoir une pièce d'identité dans ce pays, je pense que les gens se garderaient bien de le faire. Deuxième et dernière question avec Awa Diop.
La deuxième question a été posée par Khaliloula Mbaye qui demande, avec les alliances de dernière minute, est-ce qu'un second tour se précise de plus en plus? Et voilà, c'était tout pour votre rubrique La campagne sur le web. Votre émission Rallye pour un trône se poursuit sur ITV avec Mamoudou Ibra Kane. Amidou, cette fois-ci, est-ce qu'un second tour se dessinerait pour vous? Non, franchement, il est difficile de le dire pour le moment. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux élections dans l'élection. Il y a une élection, pour moi, entre les deux personnalités que je considère comme les favoris, les candidats Macky Sall et Idriss Seck. Et il y a une deuxième élection, en tout cas pour les trois autres, et on verra qui finira troisième dans cette élection-là. Mais deuxième tour ou pas, pour l'instant, j'en suis pas sûr. On verra comment les choses vont s'arranger. En tout cas, vont se dégoupiller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et vers qui ira le soutien d'Abdoulaye Wade, et ça peut être déterminant. Si Abdoulaye Wade soutient un candidat, le candidat Idriss Seck, je pense que là, il deviendra extrêmement dangereux avec le soutien de Khalifa Sall qu'il a déjà engrangé. Mais s'il soutient un autre candidat, je pense que les choses pourraient ne pas bouger, en fait, vraiment. Donc, pour l'instant, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura forcément un second tour. Le président sortant peut gagner au premier tour pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas eu le temps de développer, en tout cas, vu ce qu'on a vu pendant 7 ans. Et voilà. Mais je pense que voilà, toutes les possibilités sont ouvertes, mais on verra dans les prochaines semaines. Oui, la question des ralliements, ce n'est pas les personnes qui importent. C'est-à-dire, les gens ont des poids en fonction de leur histoire, de ce qu'ils représentent pour le pays, mais est-ce qu'ils ont une base sociale assez étendue qui le justifie? Il y a beaucoup de ralliements dans le cas de Idrissa Seck, mais c'est le ralliement du camp de Khalifa Sall qui peut-être est le ralliement le plus important. Mais pour beaucoup, on n'a jamais testé. C'est des gens qui sont apparus dans l'espace politique en termes de conflit avec le pouvoir actuel, mais on n'a jamais testé quelle était leur base réelle. Donc, seul l'électorat de Khalifa Sall peut être testé, a fait ses preuves. Et y compris dans l'électorat de Khalifa Sall, on ne sait pas où ira Bamba. Oui, donc on ne sait pas encore qu'est-ce que Bamba Fall va faire. Ce qui fait que faire des pronostics tout de suite, c'est extrêmement difficile. Il va falloir qu'on puisse peser, parce que les deux poids les plus importants, c'était Khalifa Sall et le PDS. C'est les partis classiques qui ont des appareils. Si vous n'êtes pas un parti, si vous n'avez pas d'appareil, c'est ça la difficulté que les gens ont eue avec le parrainage. Parce que ceux qui avaient des appareils, c'est ceux-là qui s'en sont sortis plus facilement. Tout à fait. Tous ceux qui n'avaient pas d'appareil ont eu de la peine à avoir, malgré tout le discours qu'il y a eu derrière. Pourtant, on a annoncé Ousmane Sonko comme la personnalité montante. Ousmane Sonko, oui, parce qu'Ousmane Sonko, il y a les gens de la diaspora qui sont avec lui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont avec lui. Ça, c'est vrai que Ousmane Sonko a réussi. Quand on voit son parcours, il a eu prix Forest au niveau des législatives, donc ce n'était pas très significatif. Et parce qu'il était avec d'autres partis, malgré ça, toute sa coalition est arrivée au plus Forest. Mais entre-temps, du point de vue personnel, il a réussi à s'imposer dans l'imaginaire des uns et des autres au point de déclencher toute une foule de sympathies qui sont généralement les jeunes et les gens de la diaspora. Mais les Sénégalais sont des conservateurs. Qui sont les conservateurs ici? C'est les femmes. La masse la plus importante, c'est les femmes et les jeunes. Les femmes sont des conservatrices et les jeunes, beaucoup n'ont pas leur carte pour aller voter. Donc, si ces paramètres-là, on ne les prend pas en compte, parce que ça va être un véritable travail scientifique, à mon avis, pour gagner les élections. Ouais. Ceux qui auront les moyens et l'argent d'aller avoir le contrôle sur les uns et les autres, c'est ceux-là qui gagneront les élections. L'argent va peser de manière extrêmement importante, parce que, comme je vous l'ai dit, la catégorie des femmes, elles sont dans des organisations sociales. C'est par le contrôle social qu'elles vont faire voter leurs membres, etc. Il y a toute une organisation des femmes. La preuve, tout le monde va aller vers les femmes. J'ai envie de dire, les femmes, justement, oui, absentes de cette élection présidentielle, aucune candidate. Bon, aucune candidate, cela se comprend. L'histoire politique des femmes au Sénégal a fait que jusqu'à présent, elles ne pèsent pas en termes, elles ne sont pas patronnes de parti, parce que j'ai dit, il faut avoir des mécanismes et des appareils. Les femmes n'ont pas d'appareil. Les partis naissants, c'est juste de petits groupes qui ont commencé à naître. Moi, fort de cela, avant d'en venir à mon programme sur quel président pour la famille, je pensais qu'il était possible de travailler pour avoir une candidature autour d'une femme.
Et j'étais chez l'ambassadeur des États-Unis. Il y avait Aïssata Sall avec nous, on était une dizaine de femmes. Et j'avais expliqué mon projet de trouver un prototype, un profil de femme qui fédérerait les autres et ça créerait un déclic, y compris des hommes viendraient s'ajouter. Je leur ai dit, candidate unique. Je leur dis, les femmes ne seront ni première ni deuxième, mais elles peuvent avoir une masse critique qui nous permettrait de négocier avec celui qui serait au deuxième tour, celui qui serait le candidat ou en tout cas le candidat. Mais malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir la personne. Parce que beaucoup pensaient, quand j'ai contacté les unes ou les autres, elles étaient toutes d'accord, mais pour être la femme qu'il fallait choisir. Que c'était vous la candidate unique. Non. Oui. Que chacune d'elles pensait qu'elle pouvait être celle qui pouvait fédérer les autres. Oui. Et finalement, ça n'était plus possible, ce projet. Hamidou Anne, oui, quand même, sur les femmes qui sont absentes de cette élection présidentielle, très rapidement. Oui, malgré l'affection que j'ai pour Mme Fatou Sarr, je suis très dubitatif sur ce choix-là. C'est comme si aujourd'hui, on disait qu'il faut un jeune comme candidat et fédérer d'autres jeunes pour avoir un unique jeune comme candidat, comme une unique femme, comme un unique citoyen du Fouta, de chez nous, ou de Guédiawaye, de chez moi. Je pense qu'en fait, c'est une logique. Il y a combien d'appareils politiques dirigés par des femmes? Je pense qu'il n'y en a pas 3 ou 4. Donc, il y en a, elles sont là, des partis politiques. Il y a au moins 10 partis politiques dirigés par les femmes. Sur 300 partis, ça fait quand même très peu. Il n'y a pas 300 partis, il y a près une centaine de partis. Les restes sont morts depuis très longtemps. Les gens disent 300 parce que c'est depuis leur existence, il y en a qui n'existent plus. Mais non, ce n'était pas l'avoir une candidature. C'est parce que je savais qu'aucune femme ne peut être ni première ni deuxième. Mais c'était par rapport à notre cause de faire avancer les questions des femmes. On aurait une masse critique qui nous permettrait de négocier. Mais vous avez raison, ça ne marche pas. Chacune veut être candidate et puis bon, voilà, on verra ce que l'histoire pourra nous donner dans l'avenir. Merci, Fatou Sarr, socio-anthropologue, Hamidou Anne, politiste. C'est la fin de ce premier numéro de Rallye pour un trône consacré à l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième semaine de campagne. Rédaction en chef Khalifa Diakhaté, réalisation Abdoulaye Ndiaye et toute l'équipe qui l'entoure. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à la semaine prochaine.